Bonjour Romain, comment ça va? Salut, ça va et toi? Attends, je ferme la porte. Vas-y. Voilà. Tu Ok. m'entends bien? Oui, oui, je t'entends bien. Ah super, super. Bon bah vraiment merci beaucoup de bien vouloir accepter cette interview. Ça va être vraiment super pour notre projet de fin d'année. Avec la première question, bah, je voulais simplement te demander, en gros, comment a été ta première rencontre avec le jazz? Quels ont été les premiers albums que tu as écoutés? Quelles ont été tes premières grandes influences? Oui. Alors, euh, en fait, c'est arrivé par, on va dire, différents endroits. J'avais un prof de guitare déjà qui me faisait travailler pas mal de blues, et puis petit à petit, prof qui s'appelait donc, j'en ai eu plusieurs. Il y a eu Gilles Pernet, puis après il y a eu un autre prof qui s'appelait Philippe Kraft, qui s'appelle toujours Philippe Kraft, puis après j'ai eu un autre prof qui s'appelle Philippe Canovas. Et en fait, Philippe Kraft, il a commencé on travaillait le blues, et puis il a commencé à me montrer des disques de Robin Ford, des choses comme ça, qui étaient des bluesman qui jouaient, comment dire, qui avaient une connaissance du jazz aussi, puisqu'en fait, Robin Ford, il a fait des vraiment chouettes disques où il joue plutôt jazz. Et donc je commençais à m'intéresser un peu à ces guitaristes qui jouaient plus que la pentatonique de base, on va dire, qui ajoutait des couleurs qui étaient assez chouettes, comme le chromatisme, etc. Et puis, en même temps, à la maison, bah, il y avait mon beau-père qui écoutait pas mal de jazz. Donc, il y avait Stan Getz, il y avait des disques de Petrucciani, des disques de Miles, des choses comme ça que j'entendais. Et puis, au bout d'un moment, on va dire que j'ai un peu chopé le virus, c'est-à-dire que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à Miles, surtout Miles Davis. Et puis, en fait, c'était incroyable parce que j'avais un espèce de double best-of, tu vois, double CD à l'époque. Et en fait, il y avait c'était une compilation, et il y avait des morceaux d'un peu chacune de ces périodes. Et pour moi, c'était hallucinant de voir que en fait, c'était tout considéré comme du jazz, mais que c'était du bebop, que ça terminait avec le hip-hop, qu'il y avait de la fusion, avec vachement de rock dedans, voilà, tous les disques type Beaches Brew et tout ça. Et puis il y avait le quintet avec Tony Williams, avec machin. Et donc du coup, bah, en fait, je me suis dit, ben, le jazz, c'est un truc immense. Et puis voilà, ça a commencé à me passionner. Après, j'ai commencé à écouter Scofield, parce que Scofield était un pont assez facile venant du blues. Hmm. Donc des disques comme Hand Jive ou Groovelation. Et puis après, je suis devenu complètement fan de Metheny. Pareil, c'est des gens pour moi qui sont ces guitaristes-là, plutôt des années 90, étaient des ponts assez faciles, venant du blues ou de la musique rock ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, enfin, leur composition, voilà, mais avec le Metheny Group, c'est vrai qu'il y a une dimension vachement pop à la fois. Enfin, il y a plein d'influences. Et donc voilà. Et puis après, j'ai remonté le temps, en fait, hein. Je ne sais pas si je continue là-dessus, mais bon, après, je me suis rendu compte que voilà, si je voulais un peu apprendre à jouer cette musique, il fallait que j'écoute les, ceux qui avaient influencé les guitaristes que j'écoutais à l'époque. Donc, j'ai Tout à commencé à fait. écouter Pat Martino, puis Tal Farlow, puis Kenny Burrell, et puis voilà quoi. Puis après, je suis remonté Dans tous encore. ces musiciens que tu nommes, ils sont majoritairement des États-Unis. Est-ce que tu as, tu as comme ça découvert d'autres musiciens qui ont été très importants pour toi en France ou dans d'autres pays, dans le jazz? Ouais, alors un peu plus tard, quand j'étais à Berkeley, il y a quand même un guitariste qui a vraiment changé ma vision de voir le truc, de voir la guitare et de l'approcher. C'était Jesse Van Ruler. Hmm. Euh, Parce qu'à l'époque, il est jeune, hein, il était tout jeune, il est encore jeune, mais par rapport à moi, il est un peu plus âgé, mais pas tant plus âgé que moi. Et à l'époque, c'est vrai qu'il n'était pas connu.
Il y avait que des copains japonais de la Berklee qui le connaissaient parce qu'il était connu au Japon, je sais pas pourquoi. Il avait dû sortir quelques disques là-bas, un ou deux peut-être. Et donc un jour, il y a un pote qui m'a dit ça. Il m'a dit, tu connais Jesse Van Ruler, machin. Puis je commence à écouter. Et là, je me suis dit, waouh, un Européen qui swing, qui a assimilé des guitaristes comme Benson, etc., et Martino, et qui joue cette musique. Je me suis dit, waouh, c'était vraiment chouette. Donc lui, il a quand même vachement changé ma vision, notamment au niveau de l'articulation. Et puis après, il y a des autres musiciens européens, c'était ouais, on va dire que lui, c'est le principal. Après, j'ai pas beaucoup écouté de musiciens européens, on va dire, en dehors de lui, quoi. Ok, C'était surtout, ouais, j'ai surtout bloqué sur les États-Unis. super. Oui, bah, en vrai, la majorité des musiciens de jazz, c'est ça, hein. C'est vrai que c'est un genre qui est né aux États-Unis, donc Ouais, c'est normal. Donc, je voulais te demander, on va maintenant passer un peu à ton expérience de guitariste étudiant. Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter comment était ton expérience à Grenoble, puis les différences avec ton expérience à Berkeley, surtout par rapport, sur le plan académique, des profs et tout ça, mais aussi par rapport au plan, si on peut dire, un peu social, les jams, les rencontres entre les étudiants, les premiers gigs. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ça, comment étaient ces deux mondes, en fait? ouais, alors bon, moi c'est vrai que je viens d'une ville assez petite, pas non plus minuscule, mais à Grenoble, bon, il y avait quand même pas non plus énormément de musiciens. Il y en avait quand même pas mal parce qu'il y avait un club à l'époque qui s'appelait la Soupe aux Choux, qui était un petit club de jazz, quand même assez étonnant pour une ville comme ça, qui programmait du jazz tous les soirs de la semaine. Donc ça jouait pas mal, on va dire, dans la fédération d'une petite scène jazz là où j'étais à Grenoble, avec des jeunes musiciens avec qui je pouvais jouer, et avec qui on allait jammer des fois, ou éventuellement quand j'étais tout jeune, vers 16-17 ans, où j'ai commencé de temps en temps à jouer en leader dans ce club, donc à avoir une première expérience de ce qu'était être musicien. Donc bon, voilà, il y avait quelques jams et quelques trucs, mais c'est vrai que c'était pas fou. J'ai quand même fait un conservatoire avant qu'à Chambéry, qui m'a permis de rencontrer quelques musiciens aussi de la scène, qui étaient plutôt du coup des gens de Lyon, des choses comme ça, donc la région Rhône-Alpes, hein. Et puis après, quand je suis arrivé à Boston, le changement, ça a été en fait de voir Excuse-moi, tu avais quel âge quand tu es arrivé à Boston? 18 ans. 18. Ah ouais, c'est-à-dire que tu as fini le bac et tu es parti directement. J'ai fait un an au conservatoire de Chambéry, et qui était un conservatoire de jazz, et puis je suis parti. Voilà, c'est vrai que j'étais vraiment jeune. C'est sûr que la première année, je faisais pas trop le malin, on va dire, parce que j'arrivais d'une ville assez petite et j'habitais tout seul pour la première fois, parce que j'avais la chance d'avoir un studio tout seul ma première année. Et à Boston, qui était une assez grande ville, donc j'étais quand même assez lâché comme ça pas dans le vide, mais dans un autre environnement qui était impressionnant au début. Et donc quand je suis arrivé là-bas, surtout ce qui était super, enfin ce qui était le coup de boost, c'était de voir que si j'étais pas trop mauvais sur Grenoble en tant que guitariste, en fait là-bas, il y avait plein d'autres jeunes qui jouaient super, et je me rendais compte que voilà, il fallait que je travaille, et que c'était super stimulant, excitant. Et donc ouais, il y avait plein de guitaristes qui jouaient très bien, il y avait plein de saxophonistes qui jouaient très bien, il y avait plein de batteurs, etc. Et donc il y avait plein de jams, et ça a compté, je dirais, autant, voire même plus que l'enseignement que j'avais à la Berklee. C'est-à-dire que le fait de pouvoir jouer, de faire une ou deux sessions, une ou deux jams tous les soirs, voilà, d'appeler tel batteur, est-ce que tu veux jouer de 8 à 10, est-ce que toi tu veux jouer de 10 à 12, enfin de 10h à minuit. Et ça fait vachement apprendre. Parce que Ça, c'était ce que tu viens de dire là, par exemple, d'appeler les musiciens pour se rencontrer à jouer dans les bars. Ça, c'était dans les jams ou c'était directement des Alors, non, concerts? ça, c'était dans l'école. Ah C'est-à-dire que oui. dans l'école, à la Berkeley, alors je sais pas comment c'est maintenant, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été, mais on pouvait louer des salles, et on réservait la salle, voilà, par exemple, de 20h à 22h ou de 18h à 20h.
Et puis après, bah, il suffisait de trouver un bassiste, un batteur, et puis on invitait un pianiste. Enfin voilà, on faisait des jams entre nous, quoi. Et ça a pas mal compté dans mon apprentissage, parce que, bah, en fait, on faisait des sessions, quoi. C'était Oui, vraiment ce oui. truc-là, qui se faisait aussi à New York quand j'ai habité là-bas. C'est-à-dire que c'est des sessions, on travaille ensemble, quoi. Enfin, en gros, c'est ça, quoi. On apprend du répertoire, on joue, mais en même temps, on essaie de progresser, quoi. Et puis, ben, voilà, c'est ça qui a changé. Et puis, il y avait aussi un club qui s'appelle Wallis. Je ne sais pas si ça existe toujours, je pense. Et Wallis, ça, c'était un peu plus tard, parce qu'au début, quand j'étais à Boston, j'avais pas l'âge de rentrer dans les clubs, puisque c'était 21 ans. Donc, quand j'ai pu aller à Wallis, après, c'était vraiment sympa, parce que ça, c'était une jam, mais qui était hors de l'école, avec des musiciens, voilà, qui avaient encore un autre niveau, qui étaient un tout petit peu plus âgés, ou alors c'était vraiment les meilleurs des musiciens de Boston. Et là, j'allais plus voir qu'autre chose, parce que bah, j'avais un peu la trouille souvent de jammer. Et puis bon, voilà, il y avait des musiciens qui sont très connus maintenant, qui faisaient cette jam session. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Non, mais c'est vraiment excellent ce que tu as répondu. C'est vraiment ce qu'on voulait. ok. Donc, maintenant, je voulais te demander par rapport à tes premières expériences vraiment professionnelles. J'ai vu dans ta biographie bon, que le premier grand truc, c'est l'album avec Christian Scott. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes premières rencontres comme ça avec enfin, des grands musiciens qui maintenant jouent partout dans le monde? Comment ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait à travers des sessions, comme tu dis, dans le conservatoire? Ou comment a été un peu, comment tu t'es infiltré un peu dans ce réseau, quoi? Alors, bah, en fait, à Berkeley, c'est assez simple. Enfin, à l'époque, c'était assez simple. C'est que, en général, on se rencontrait dans les ensembles. Par exemple, je me souviens de Christian Scott, j'avais un ensemble où il était dedans, peut-être. Ou alors, on avait des potes en commun, où j'avais fait un concert pour un pote à lui, puis il était venu, et du coup, moi, je l'avais invité pour mon concert de fin d'année. Et puis, du coup, au bout d'un moment, on tisse une petite connexion comme ça, et puis vite, voilà, on sait, ah, il y a un nouveau trompettiste qui est arrivé, il vient de la Nouvelle-Orléans, machin, c'est le petit neveu de Donald Harrison, blablabla. Et donc, bah, ça se sait vite. Et puis, bah, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça, c'était vrai que c'était mon premier enregistrement. Alors, ce disque-là, je pense pas qu'on le trouve encore. C'était vraiment son premier à lui aussi. Et puis, bon, j'avais pas beaucoup d'expérience. C'était quand même bien. Je sais plus quelle était la question. Oui, bah, c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça aussi que j'ai pu jouer vraiment de manière ponctuelle, hein, avec Esperanza Spalding qui était là-bas aussi, que j'ai rencontré aussi d'autres. Voilà, j'ai rencontré aussi Lionel Weke qui était là-bas parce qu'on avait des copains en commun. Donc bah, un jour, on s'est retrouvé à faire une session. Et puis après, de temps en temps, bah, on jouait un petit peu. Il y avait d'autres guitaristes. Il y avait la Geloun qui était aussi là-bas, que j'ai pas vraiment connu quand j'étais à Berkeley, parce qu'il est parti assez vite quand je suis arrivé. Mais bon, je l'ai vu en concert, donc c'est tout des influences qui se créent, et puis des Walter Smith connexions. aussi, non? Tu as rencontré là-bas? Walter Après, il a Smith, que été j'ai dans rencontré tes... là-bas, il était sur le premier disque de Christian Scott, donc c'est là que j'ai commencé voilà, à le connaître. Et puis après, ben, on avait des copains en commun, donc on se croise et tout ça, quoi. Euh, donc ouais, c'est un peu comme ça que ça, c'est mes premières expériences qui sont quand même toujours dans le cadre de l'école. Et c'est vrai que c'est quand même bien différent. Enfin, moi, je trouve que quand tu sors de l'école, c'est déjà un autre truc, quoi. Les connexions que tu fais à l'école sont sympas, les enregistrements, machin. Après, quand tu arrives dans la vie réelle, c'est encore une autre étape. Parce que tu te rends compte que si à Boston, tu commençais à jouer pas mal et tout ça, bah, quand tu arrives à New York ou dans d'autres villes, tu te dis, oula. Oui, oui. En fait, quand tu arrives à New York, tu te dis, ah, en fait, des guitaristes, il y en a un paquet, puis il y en a un paquet qui joue bien aussi. Donc, Et par ouais. rapport à ça, c'est ce que tu dis, c'est très intéressant parce que bon, nous, par exemple, on vit à Buenos Aires et beaucoup de musiciens qui viennent de l'intérieur du pays, ils ont un peu cette impression quand ils arrivent ici à Buenos Aires, ils se disent, ouh là là, il y a plein de guitaristes qui viennent de plein de pays d'Amérique latine et c'est vrai qu'au début, c'est un peu impressionnant. Mais par rapport au travail, par exemple, pour pouvoir jouer dans des clubs,
vraiment pour pouvoir commencer à gagner ta vie. Comment a été ton impression aux États-Unis? Est-ce que tu as réussi pas- non seulement par rapport aux enregistrements, mais par rapport à pouvoir avoir des concerts, tout ça? Est-ce que tu as eu une bonne expérience par rapport à ça? Ouais, j'ai une bonne expérience. Alors c'est vrai qu'après, quand j'étais à Boston, j'ai commencé à faire des gigs qui étaient voilà, par mes connexions de l'école ou parfois hors école, qui étaient des recommandations. Donc j'ai eu déjà ce premier aperçu. Après, à New York, c'était un peu la même chose. C'était des gigs principalement de sideman pour moi. C'est-à-dire que je suis resté que un an à New York, de 2003 à 2004, je crois. Et j'ai pas eu le temps de faire, comment dire, le travail d'enregistrer un disque, de rechercher des concerts en tant que leader. Et puis même, je me sentais pas prêt de toute façon à faire ce genre de truc. J'avais l'impression encore que j'étais en développement, voilà, j'avais des choses à travailler encore. Donc, j'étais pas du tout dans cet esprit-là. Voilà, si on m'appelait pour faire un gig en sideman, je le faisais. Mais c'est vrai que je travaillais dans un café. Donc, mon boulot, c'était ça, quoi. C'était servir les gens. Et Ouais. puis, j'économisais et je pouvais aller voir les concerts. Donc, j'étais encore plutôt quand même dans une phase où là, j'apprenais, mais j'apprenais en voyant des musiciens en live. C'est ça, je suis resté un peu à New York. Et puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, New York, j'aime bien, mais je me vois pas trop y vivre. Euh, donc, moi, étant d'une ville de province en France, je me disais que bon, bah, peut-être le mieux, c'était de voir comment ça se passait à Paris. Donc, c'est là où j'ai emménagé à Paris, on va dire. Et ça, Ouais. c'est super intéressant. Donc, raconte-nous pourquoi tu as décidé de rentrer à Paris et quelques années plus tard à Paris, tu as formé un collectif qui s'appelle Paris Jazz Underground. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que cela signifie pour toi? Comment a été la rencontre? Parce que toi, tu venais, comme tu dis, de Grenoble. Comment a été la rencontre avec toute l'ambiance, la scène parisienne, les musiciens de Paris? Raconte-nous un peu ça. Ouais, alors quand je suis arrivé de New York à Paris, c'est vrai que je connaissais vraiment personne, on va dire. Donc bah, j'ai commencé à aller faire un peu des jams, des choses comme ça, pour me montrer, quoi, puis pour rencontrer des gens. Et c'est vrai que c'est au début, quand je suis arrivé à Paris, ce qui a été, on va dire, le premier accueil qu'on m'a fait, c'était la scène bebop. Alors c'est bizarre parce que je ne me considère pas du tout comme un spécialiste de ça ou quoi. Je pense que d'autres le font beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup cette musique et puis j'avais cette, on va dire, cette culture du langage bebop, etc., du swing. Donc en fait, c'est les premiers avec qui j'ai joué à Paris, c'était ceux qui sont plutôt associés au bebop. Donc par exemple, comme le trompettiste Fabien Marie, un autre saxophoniste qui s'appelle Nicolas Dary. Donc ça, c'est vraiment les premiers gigs que j'ai fait en arrivant à Paris, voilà, qui est plutôt ce qu'on appelle la scène bebop, avec des musiciens qui sont incroyables d'ailleurs, hein, qui ont une connaissance de ce langage qui est vraiment impressionnante. Et ça, c'est les premières rencontres que j'ai faites. Et Ça, puis c'est les petit à clubs qui petit, sont dans les la rue des Ducs des Lombards, non? voilà, voilà, il y avait ça. Puis il y avait d'autres clubs à l'époque qui existent plus maintenant. Un petit club qui s'appelle Autour de Midi. Il y avait un autre club qui s'appelait les Sept Lézards. Enfin bon, c'est un petit peu comme dans chaque grande ville, les clubs ouvrent et ferment, hein, c'est toujours un peu le même truc. Donc ça, c'est les premières, on va dire, expériences en tant que musicien à Paris. Et puis après, j'ai commencé à rencontrer d'autres musiciens. Euh, et puis, bah, comme je m'intéressais à d'autres musiques, etc., j'ai commencé à jouer avec d'autres musiciens en dehors de la scène bebop, évidemment. Donc, bah, j'ai monté un groupe avec un super saxophoniste qui s'appelle David Prey. Et puis, on avait Karl Januska, qui était un batteur qui est venu du Canada, et Yoni Zelnik, qui était à la contrebasse. Donc ça, c'est le premier quartet que j'ai vraiment monté. Le premier Euh, album aussi, non? À Paris, Album, Romain voilà, c'est Pilon, ça. David Prez. C'est ça, c'est ça. Et donc ça, on l'a fait, bah, c'est 2005 ou 2006, je sais plus, 2005. Et puis après, ben, voilà, on a essayé de commencer à chercher des concerts, des choses comme ça. Donc là, c'était vraiment plus, voilà, comment ça se passe le business.
de cette forme d'art, comment est-ce qu'on gagne sa vie concrètement avec ça. Et puis, c'était faire un disque avec des musiciens qu'on aime bien, avec qui on partage des influences, et puis essayer de trouver des concerts. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'on avait d'autres copains, qu'on avait pas mal de groupes en commun, de personnel en commun dans les groupes, tel batteur qui jouait dans tel groupe et tel groupe, et puis, tel saxophoniste. Et donc, on avait décidé de former un collectif pour essayer d'unir un peu nos efforts, voilà, pour partager des fois des frais de production, pour organiser des soirées, des choses. Et c'est là qu'on avait créé le collectif Paris Jazz Underground. C'est pas moi qui l'ai créé tout seul, c'était un peu une idée, on va dire, commune, quoi. Mm. Et alors maintenant, j'ai arrêté ce truc-là, mais c'est vrai que ça a été chouette, puisqu'on on a fait quelques trucs vraiment sympas, et voilà, quoi. Mais ça, c'était Et les débuts moi, après. quand j'ai lu ça, ça m'a paru vraiment super intéressant parce que je trouve pas que c'est quelque chose qui se fait très souvent. Par exemple, ici à Buenos Aires, ce serait vraiment bien que les profs du conservatoire fassent quelque chose comme ça. Des fois, c'est Ouais, vrai qu'on sent que chacun est pour son côté, quoi, qu'il manque ouais. plus d'unité dans la musique. Et donc, ce que je voulais te demander maintenant, c'est un peu passer un peu à ton style, à ta musique. Quand on Ouais. écoute Colorfield, Copper, The Magic Eye, euh, moi particulièrement, je sens vraiment que c'est génial parce que c'est vraiment dans la recherche de la composition et d'un style moderne. Euh, je sens peut-être quelques influences sur Kurt Rosenwinkel. Je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais me raconter un peu quelles sont maintenant tes influences par rapport à ça? Quelle est ta recherche stylistique? Ouais, ben, en fait, ma recherche stylistique, en tout cas, mes influences, c'est sûr que j'ai pas mal écouté Kurt. Maintenant, à un moment, j'ai arrêté de l'écouter parce que je voyais en fait autour de moi que des musiciens qui jouaient comme Kurt. Euh, et j'en arrivais à presque plus arriver à écouter l'original. Donc je me suis dit, bon, faut essayer de se détacher de ça. Donc j'ai mis de côté Kurt, même si j'adore, pendant longtemps, parce que la tentation de l'imiter était un peu trop grande. De la même manière, j'ai fait ça aussi un moment avec Peter Bernstein, Mm. parce que voilà, c'est vrai que c'est des musiciens qui jouent tellement bien, ont tellement, toutes les notes fonctionnent que on se demande un peu qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part ce qu'ils ont fait. Et donc ça, c'est évidemment deux grandes influences. Je pense beaucoup de musiciens de ma génération ont eu ces deux influences-là en tant que guitariste. Euh, et donc, moi, mes influences, c'était ça. Et puis, moi, celui que j'adore aussi, c'est Billy Bean. Je ne sais pas si tu connais ce guitariste. J'adore Billy Bean, j'adore Wes aussi, Jim Hall. Donc, moi, en fait, j'ai écouté tous ces guitaristes-là. Et puis, mon jeu, c'est un peu la synthèse de ça, j'ai l'impression, tout en ayant, comment dire, en laissant ouvert la porte à des influences plus rock que j'ai eues, comme Led Zepp, Led Zeppelin ou des groupes modernes, évidemment Radiohead. Qu'est-ce Ça, que on peut le j'écoute? sentir dans ton album Copper, non? Une recherche plus électrique, plus Ouais, par c'est rapport ça, au Cooper. rock. C'est ça, Cooper, c'était un peu, on va dire, c'était une recherche plus autour de l'électrique, autour de la synthé basse, du Rhodes, machin, qui est presque comme jouer avec une deuxième guitare. Et puis, ça, c'était effectivement les trucs que j'ai écoutés euh, quand j'étais ado et même que mon père écoutait quand j'étais plus petit, c'est-à-dire des groupes comme Pink Floyd et Rolling Stone, bon, même si ça s'entend pas dans la musique, mais que c'était des choses qui passaient à la maison ou Deep Purple ou des choses comme ça où on entend ce type de son qui sont quand même très marqués années 70. Et puis aussi les périodes de Miles Davis comme Beaches Brew, In a Silent Way, toutes ces choses-là. Et puis des trucs que j'ai écoutés qui étaient plus modernes, du hip-hop, voilà, je me suis dit euh, en fait, quand je fais un disque, j'essaye de pas me restreindre comment dire, je laisse la porte ouverte à un peu tout ce que j'aime, quoi, sans me dire, je veux faire un disque pur de ça. Voilà, c'est pas trop mon délire de faire ça. Ouais. Comment tu qualifierais la scène en ce moment en France? Est-ce que tu trouves
qu'il y a beaucoup de nouveaux musiciens qui sont très intéressants. Est-ce que tu trouves que la France, c'est en Europe, c'est un centre je sais pas si on peut dire, enfin, d'immigration musicale, quoi, en ce moment? Ouais, alors c'est vrai que Paris, ça a toujours été ça, mais je pense que ça l'est encore plus. C'est qu'on a beaucoup de musiciens européens qui viennent et maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de musiciens italiens. On a toujours eu ça, mais on a des musiciens italiens, on a des musiciens qui viennent du Nord, parfois des pays comme la Suède, des choses comme ça. Euh, Espagnols, quelques-uns, Suisses. Et c'est vrai que c'est un centre où bah, il y a quand même une bonne dynamique. Et le niveau, je trouve, a beaucoup augmenté ces derniers temps. Bah, du fait de cette attraction-là, quoi, de jeunes musiciens qui arrivent de partout. Ça, pour le coup, c'est un truc aussi que la globalisation a, on va dire, un des bienfaits de la globalisation, c'est que l'information s'est tellement partagée par Internet, se partage tellement vite qu'on a bien moins le truc qu'on avait avant, je trouve même qu'on l'a plus, qui était que il y avait que les musiciens américains qui jouaient cette musique. Et maintenant, en fait, avec des scènes qu'on a comme en Israël ou même voilà, à Amsterdam au conservatoire, en fait, on a des musiciens qui jouent cette musique maintenant super bien, qui sont plus forcément passés par les États-Unis ou qui viennent des États-Unis. Donc ça, c'est un truc qui est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Génial. Bon, bah vraiment, merci beaucoup, Romain. C'est vraiment super qu'on ait pu parler un peu. Vraiment, je pense que la vidéo finale, elle sera super sympa. Écoute, si tu viens à Paris, n'hésite pas à me faire un petit signe, hein. Vas-y, vas-y. Bon, bah vraiment, c'est super sympa, Romain, hein. Je suis Ok, vraiment très content de. Pour moi, tu es vraiment une très grande influence. J'ai vraiment beaucoup écouté tes disques, donc c'est super important pour moi. Donc, bon, bah merci beaucoup et j'espère que tous tes projets se réaliseront bien. Et merci ok. beaucoup. Allez, vas-y, à De la rien. prochaine. Merci à toi, Théo. Salut.